Je dirais qu'on a une vie en fait à Dubaï et je pense que tu vas pas me contredire qui est très très loin des idées reçues et des clichés qu'on peut avoir sur Dubaï. Au quotidien, on a une vie très simple. Bonjour, c'est Ganwi de Créer Société Dubaï. L'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de voir ta vie en tant qu'entrepreneuse, en tant que maman aux Émirats Arabes Unis, en tant qu'expat tout simplement. Je te laisse à nouveau te présenter, puis on va regarder tout ça ensemble. Moi, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et j'ai 2 enfants. Ils sont tous les deux nés ici. Professionnellement, je suis la fondatrice de l'agence Dubaï, qui est une agence immobilière qui accompagne les investisseurs francophones dans leurs achats sur plan à Dubaï. Quel âge ont tes enfants? 7 ans et demi et 2 ans. Ok. Bon, bah, ça fait des petits, des tout petits à la maison. Tu as dit que tu avais accouché ici aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi tu n'as pas fait comme tous les influenceurs qu'on accuse d'aller en France pour accoucher? Tout simplement, je voyais pas l'intérêt. On a des très bons hôpitaux ici. En plus, pour des raisons médicales, je pense, on peut pas prendre l'avion plus de X semaines avant l'accouchement. Donc ça voulait dire arrêter de travailler un mois ou un mois et demi avant l'accouchement, plus après le congé mat. Moi, j'étais entrepreneur, donc je pouvais pas me le permettre. Et j'avais pas du tout envie de quitter ma maison, le pays dans lequel je vis, pour aller accoucher tout simplement. Bien sûr. Moi, c'est une phrase que j'entends souvent. Ah, vous venez accoucher en France, etc. Mais honnêtement, dans toutes les personnes que j'ai accompagnées, je connais personne qui a fait la démarche, après avoir été suivie tout le long de la grossesse à Dubaï, de se dire je pars en France pour accoucher et je reviendrai avec mon bébé plus tard. J'ai pas vu. Après, tout dépend des gens. Moi, je connais des gens qui l'ont fait Ok. et c'était pour d'autres raisons parce qu'ils voulaient avoir toute leur famille autour d'eux pour l'accouchement, pour le postpartum, etc. Moi, perso, non, c'était pas mon cas. J'étais bien à Dubaï, j'ai mes parents qui sont venus me voir, donc j'avais pas du tout l'intention d'aller quelque part en plus où t'es pas chez toi. C'est déjà compliqué, l'accouchement et tout ce qui vient après. Si en plus t'es pas chez toi, je pense que ça rajoute de la Du complication. stress et de la pression, Ouais. etc. Est-ce que tu t'es sentie moins bien traitée par les équipes médicales ici plutôt que ce que tu aurais pu expérimenter en France, ou comment tu as vécu l'expérience? J'ai 0 élément de comparaison, donc c'est difficile de comparer. Mais moi, j'ai trouvé ça top. Niveau médical, j'ai été très bien suivie. Le jour de l'accouchement aussi. Ici aussi, la plupart des infirmières sont asiatiques, indiennes, philippines, etc. Et il y a un rapport à la maternité qui est, je pense, très différent de la France. Les gens ici, en plus, ont du temps. Je pense que j'ai eu une meilleure expérience ici qu'en France en entendant mes amis qui m'ont raconté. Mais vraiment, je ne peux pas comparer. En tout cas, ça s'est très bien passé. Ok. Est-ce que tu te souviens combien tu as payé ou pas du tout? C'est mon assurance qui a payé, mais oui, je peux te dire que mon premier, j'ai vu la facture, mon premier accouchement avec la chambre, j'ai eu une césarienne, etc. Donc il y a le bloc aussi, etc. Ça a coûté 90 000 dirhams. Ok. Parce que moi, pareil, j'ai vu la facture, mais j'avais quand même un reste à charge. Ah non, moi j'ai rien payé par contre. Ok. Moi, en fait, j'avais eu accouchement naturel, puis césarienne d'urgence. Donc, je Pareil. pense que voilà. Et c'était au Saudi German Hospital et la facture globale, c'était 70 000 dirhams. Mais j'ai dû prendre à ma charge peut-être 12 000, quelque chose comme ça, incluant les examens facultatifs que j'ai fait faire sur l'audition, sur le groupe sanguin, etc. Parce qu'ils proposent ce genre d'examen comme moi bébé. Je les ai fait, Moi Voilà. je les ai fait aussi, mais moi par contre j'ai rien payé du tout. Je pense que c'est des questions d'assurance. Ouais. Pour mon premier enfant, j'étais salariée. Ok. Donc c'était mon employeur qui payait mon assurance, donc j'avais pas vraiment de droit de regard et j'ai absolument rien payé. Et deuxième enfant, j'étais déjà entrepreneur, donc c'était ma propre assurance. Et pareil, j'ai rien payé. Ok, t'as pris une assurance locale ou une assurance internationale? Locale. Est-ce que tu sais à peu près combien tu payes en grosso modo? Oui, je sais exactement combien je paye pour nous 4, donc 2 adultes et 2 enfants, on paye 30 000 dirhams annuels. Ok, donc c'est raisonnable par rapport à une cotisation sociale. Ouais, ça fait à peu près 8 000 euros. Donc on va dire que c'est 2 000 euros par personne et par an. Ouais, très raisonnable, surtout si t'as pas de reste à charge quand il y a des grosses factures comme ça qui tombent. Après, je pense que c'est un petit peu comme en France avec la sécurité sociale. Pour tout ce qui est petites choses du quotidien, tu vas peut-être devoir payer une partie, mais pour tout ce qui est grosse opération, accouchement ou un traitement lourd,
tu payes pratiquement rien, je pense. Du coup, tu as un enfant qui est à l'école et un enfant qui n'est pas à l'école. Peut-être avant d'aborder le combien, est-ce que tu as fait le choix d'une école française ou autre? J'ai fait le choix d'une école internationale parce que, en fait, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens de tous horizons à Dubaï. Et c'était assez frappant, en fait, pour moi, la différence d'attitude et d'approche des gens qui étaient passés par des écoles américaines ou anglaises. Beaucoup plus à l'aise à l'oral, beaucoup plus de leadership. En fait, c'est un système qui travaille beaucoup sur les soft skills, sur le savoir-être, en fait, plutôt que le système français que j'ai connu, puisque je suis allée à l'école en France, basé sur vraiment l'obéissance, l'apprentissage par cœur, très académique et très peu proche, je trouve, de la vie réelle et de l'entrepreneuriat comme on le connaît aujourd'hui. C'est ce que je voulais pour mes enfants. Donc je les ai envoyés, enfin ma fille, je l'ai envoyée en école internationale avec British Curriculum. Est-ce que par rapport à toi, ce que tu as vécu en France, comment tu vois? Elle a moins de devoirs? Comment tu vois quelle différence tu vois? Alors, elle a des devoirs que le week-end. Et par contre, la grosse différence que je vois, c'est que tout l'apprentissage est tourné autour de l'expérience, l'expérimentation. Donc, elle fait beaucoup d'expérimentation, elle a beaucoup d'exposés à faire. Même en maternelle, elle avait des exposés à faire, c'est du jamais vu comparé à... Sur quel type de sujet ils font? Présenter ta famille, présenter ton pays, gastronomie, les monuments, etc. Tu vois, se présenter. Mais en fait, ça les aide à faire des recherches et à prendre surtout la parole en public parce qu'ils devaient après le présenter devant leur classe. Encore une fois, en maternelle. Donc ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ouais, c'est plutôt chouette. Et combien tu payes pour une école britannique? Je paye environ 10 000 euros par an. Et en plus de ça, je paye aussi le bus, un trajet pour la ramener à la maison. Parce qu'ici, ils finissent l'école très tôt, aux alentours de 14-15 heures. Donc, elle prend le bus qui la ramène à la maison. Et ça, c'est à peu près peut-être 2 000 euros par an supplémentaires. Parce que c'est raisonnable quand même. Ouais. Donc, on va dire le coût global, c'est dans les 12 000 euros. Ok. J'ai une personne qui est passée avant toi qui me disait qu'il y a beaucoup de tutoring, de cours particuliers chez les enfants. Est-ce que toi, tu le ressens soit pour ta fille, soit pour les camarades de ta fille? Moi, je le fais pas, mais j'ai pas mal d'amis qui le font parce que comme moi, ils ont fait le choix d'envoyer leurs enfants dans des écoles anglaises ou américaines. Et du coup, ils ont envie de donner des cours de français en parallèle à leurs enfants pour tout ce qui est grammaire, orthographe, etc. Et donc, ils font appel à ce genre de choses. Et toi, est-ce que ta fille elle parle français, anglais? Ouais. Un peu arabe? Français, anglais, arabe, pas du tout. Du moins, elle ne veut pas parler avec nous, apparemment. Elle a quand même des cours. Elle a des cours d'arabe. Donc, elle écrit, elle commence à parler un petit peu. Et aussi, elle fait de l'espagnol. Ok, donc ça fait quand même pas mal de langues. Je crois qu'elle est en CE1, ouais. Ok. Et sa classe, elle est composée que de petits Britanniques ou c'est diversifié? Pas du tout. Elle a des amis russes, italiens, indiens, genre je réfléchis, égyptiens. Donc non, c'est complètement international. Est-ce que pour ton deuxième, tu vas faire le même choix ou est-ce que tu vas tester autre chose? Ouais, j'aimerais bien faire le même choix, pas forcément cette école-là, mais peut-être essayer autre chose, mais toujours enseignement international. Aussi parce qu'on est expatrié et qu'on ne sait pas au final où on va être amené à vivre peut-être dans les 10 prochaines années. Donc avoir un enseignement international qui va permettre d'intégrer n'importe quel système scolaire, je trouve que c'est beaucoup plus riche et ça ajoute de la flexibilité. Comment on fait quand un enfant il finit à 14-15 heures et qu'on doit travailler? Tout dépend de l'âge de l'enfant. Nous, elle est petite encore, donc on a une nanny. C'est Nounou en fait qui la récupère chez nous au bus et qui l'occupe jusqu'à ce que nous on arrive. Donc concrètement, ce qu'elle fait, elle goûte et ensuite elle sort jouer dans le quartier avec les voisins voisines en attendant qu'on rentre. Live-in ou live-out? Live-in chez nous. Alors pour expliquer la petite différence, live-in, c'est-à-dire qu'elle habite avec vous, la nanny. Oui. Live-out, c'est-à-dire qu'elle vit chez elle et puis qu'elle vient chez vous pour quelques heures ou quasiment tous les jours, ça dépend un petit peu de vos besoins. Est-ce que ça fait bizarre de vivre avec une nanny? Parce qu'en France, c'est très les parents qui s'occupent des enfants. Ouais, bah après, tout dépend, ça dépend. Hein. Moi, si je vivais en France, ça serait très compliqué parce qu'on travaille tous les deux avec mon mari. Je vois mes amis en France, ils galèrent beaucoup et ils ont des nounous aussi au final, mais c'est juste que c'est un système différent. Mais quoi qu'il arrive, moi, j'aurais pas pu arrêter de travailler à 15 heures, quoi. Surtout avec la différence horaire. Ouais, voilà, ça aurait pas été gérable. On a eu une nanny live-out au début quand ma fille était petite parce que, comme tu disais, on a un peu un blocage culturel. Pour nous, c'est pas du tout naturel d'avoir quelqu'un qui vit chez nous. Et ensuite, on a fait le test du live-in et
On trouve ça top. Notre nanny, elle est chez nous depuis plus de 5 ans maintenant et on la considère comme un membre de la famille. C'est pas du tout une inconnue, ma fille elle la considère comme sa meilleure amie. Les gens en général ils disent c'est pas bizarre d'avoir une inconnue qui vit chez toi. C'est plus une inconnue. Mais en fait c'est pas une inconnue quand tu as quelqu'un qui est tous les jours chez toi et avec qui tu partages toutes ces choses, faire la cuisine le soir, etc. C'est pas du tout une très très vite ça devient quelqu'un vraiment que tu estimes et qui fait partie de ta famille. Alors une question qui est souvent posée, c'est comment tu as trouvé ta nanny, comment tu as fait pour lui faire confiance? Moi j'ai trouvé ma nanny sur Facebook. Le truc improbable. Ici, ça se passe beaucoup comme ça. Il y a des groupes spécialisés. Donc, j'ai posté une annonce et ensuite, j'ai fait des entretiens à 7-8 personnes que j'avais shortlistées. J'ai beaucoup aimé cette personne parce qu'on était alignés sur plein de choses. Et du coup, on a fait une journée d'essai. Et ça s'est très bien passé. Je ne lui ai pas fait confiance tout de suite, c'est normal. Par contre, j'étais à ce moment-là salariée, c'était pendant le Covid. Et je travaillais de la maison. Donc, j'étais là, en fait. Ok, non, c'est une façon plutôt confortable. J'étais à la maison, je bossais dans un bureau, mais j'étais là toute la journée, donc je voyais ce qui se passait. Mais c'est confortable pour tester, on va dire. Après, moi, tu sais, j'ai grandi, mes parents étaient tous les deux entrepreneurs, donc moi, j'ai grandi comme ça aussi. Le matin, ils me déposaient chez ma nounou et ils me récupéraient le soir à 20h. C'était pas très éloigné de mon éducation au final et de ma propre expérience en tant qu'enfant. Des enfants qui ont été élevés par une maman au foyer, c'est totalement différent et je peux comprendre que faire confiance, ça doit être plus dur. Mais comme moi, j'ai grandi comme ça, c'est pas quelque chose qui me semblait... bizarre. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est bien d'avoir un adulte qui s'occupe de l'enfant quand il est, on va dire, quand il n'est pas encore autonome. Donc, en soi, que ça soit chez soi ou chez la nounou, je préfère autant chez soi parce que c'est là où l'enfant il a les repères, il a ses jouets, il a tout ça. Donc, j'imagine quand même que c'est plus simple même pour ta fille, quoi. Si demain, moi, je suis une famille avec 2 enfants, je veux m'installer à Dubaï, à partir de quel salaire tu penses que c'est raisonnable de se projeter? C'est-à-dire que c'est suffisamment confortable pour y vivre. Je ne parle pas non plus d'une vie de jet ski, restaurant tous les soirs, etc. Écoute, franchement, moi, j'avais fait le calcul et je trouvais que 50 000 dirhams... à peu près 12 000 euros. Ouais, c'est raisonnable par rapport au coût que tu as ici. On parlait tout à l'heure de l'école. Si déjà tu dois payer 12 000 euros par enfant, que tu en as 2, ça te fait déjà 24 000 euros annuels. Et j'étais partie avec le loyer. Si tu prends une villa, par exemple, avec 3 chambres ou 4 chambres, une villa ou une townhouse, tout de suite, ça monte. Donc voilà, sans aller dans des trucs complètement... farfelu comme tu dis, je trouve que 50 000 dirhams par mois et par foyer, c'est un bon salaire pour vivre ici. Ok, donc à peu près 10-12 000 euros pour 2 adultes, 2 enfants. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est raisonnable. On m'a donné plus, on m'a donné moins comme chiffre. Je pense que pareil, il faut faire son petit calcul de son côté. En général, ça a tendance à être plus quand les enfants sont au lycée ou à l'université. C'est sûr que ça augmente, le prix de l'école augmente en fonction des années, donc du coup, c'est... Donc il y en a qui donnent un peu plus, et puis il y a ceux qui ont des enfants en plus bas âge, et là, pour le coup, oui, c'est moins, parce que, pareil, il y a ceux qui... moi, j'en ai, parmi même mes clients, ils gardent leurs enfants avec eux jusqu'à l'âge de 5 ans. Sans qu'ils aillent forcément en nursery ou quelque chose comme ça, donc ça fait forcément une dépense en moins. Chacun fait son choix de vie, tout comme j'ai des clients qui ont décidé de mettre leurs enfants au CNED. Donc oui, il y a 100 personnes, il y a 100 réponses. Ouais. Il y a aussi l'idée aussi qu'il faut se faire, c'est qu'on n'a pas d'impôt sur les revenus personnels, je ne parle pas de ma société, on n'a pas d'impôt sur les revenus, donc en soi l'argent qu'on met dans l'impôt en France, ici on le met aussi quelque part, mais dans les services qu'on a choisi d'utiliser. Dans l'école, typiquement. La santé. L'assurance maladie, etc. Là, dans les 50 000 dirhams, moi, j'ai inclus les dépenses de vie quotidienne, incluant, on va se faire peut-être un resto par semaine, il y a aussi les activités extrascolaires des enfants, etc. Par contre, j'ai pas pensé les savings, les économies qu'on doit faire, parce que comme tu l'as dit, ici, on n'a pas de retraite, on n'a pas de chômage, donc il y a une partie de nos revenus qui doit être allouée à préparer notre vie future ou être couvert en temps d'imprévu. Donc ça, je ne l'ai pas compté. Donc en vérité, il faut un peu plus. Ouais, de toute façon, je te demandais un peu le minimum pour quelqu'un qui vient vivre ici. Est-ce que toi, tu vois les Émirats Arabes Unis comme un pays où tu te vois rester sur le très long terme, ou est-ce que, comme beaucoup, c'est un peu l'endroit où tu vas faire
ton business, ta vie entre guillemets active, et puis plus tard, tu dois aller ailleurs? C'est ni l'un ni l'autre. Ok. Je ne me vois pas encore rester 20 ans ici, tout simplement parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais dans ma fin de vingtaine et j'avais des objectifs qui aujourd'hui sont déjà plus les mêmes, et je pense que dans 5-10 ans, ils seront encore différents. Quand on arrive à Dubaï, on vient, comme tu l'as dit, pour se construire une carrière, pour réaliser des rêves qui vont être plutôt financiers et de style de vie. Et puis ensuite, on a des enfants et on a envie d'avoir un peu plus de temps pour nous, tout en continuant à avoir ce lifestyle, etc. Et pour l'instant, moi, je suis dans cette phase-là. Mais je pense que d'ici 5 ans, j'aurais envie un petit peu de lever le pied, de passer plus de temps avec ma famille, peut-être plus voyager, etc. Et plus me rapprocher aussi de ma famille qui est encore en France. Donc, je me vois me rapprocher, pas rentrer en France, mais me rapprocher un petit peu et quitter Dubaï. Mais je ne suis pas là juste pour prendre mon argent et partir. Je considère les Émirats vraiment comme ma maison et j'aime beaucoup les Émirats et Dubaï. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon cœur. Je ne suis pas dans une démarche d'opportuniste qui vient ici juste pour faire de l'argent et ensuite repartir. C'est pour ça que j'ai acheté ici, c'est pour ça que j'ai créé ma compagnie ici, etc. Je suis ancrée. Mais en même temps, c'est, comme tu le sais, un style de vie qui est très... demanding, je sais pas vraiment comment le dire en français. Ouais, bah c'est fatigant en vrai. Hein. Ouais, voilà, on est toujours un petit peu en train de courir, tout le temps très sollicité, etc. Et je pense que ça, je vais pas être capable. Moi, j'ai la quarantaine passée et je vais pas avoir envie de rester sur ce rythme-là encore 10-15 ans. Donc c'est ça qui fait que je me dis, bah voilà, on va penser peut-être à un plan B. Mais je pense que ce jour-là, je vais avoir le cœur brisé. Oui, bah après, tu sais, moi j'ai les deux. J'ai ceux qui me disent, ah, mais je vais rester encore 5 ans, puis finalement, 10 ans après, Ils sont toujours ils sont là. Enfin, moi je sais qu'ils me disent, bah, moi je suis venue pour 2 ans, puis je suis restée 15 ans, tu vois. Et puis, c'est une réalité, Dubaï, c'est pas forcément une ville pour les retraités. Hein. Moi j'en ai des personnes âgées qui ont créé leur société ou auxquelles on a fait des visas retraite. Souvent, les gens, parce que moi j'en ai des clients comme ça, qui achètent à Dubaï pour passer 6-8 mois de l'année et ils ont une autre résidence en Europe, donc en fait ils voient leur famille l'été justement, mais par contre ils passent l'hiver et l'automne ici. C'est ce que tu dois faire. Ouais, pourquoi pas. Franchement c'est très difficile, surtout que je te dis, moi je suis arrivée dans ma vingtaine et donc Dubaï m'a donné tout ce que j'aurais pu espérer en fait. Professionnellement, quand j'étais dans le corporate, ça m'a permis d'atteindre des niveaux que j'aurais mis peut-être 20 ans à atteindre si j'étais restée en France. Ensuite, j'ai créé mon entreprise, j'ai eu mes enfants ici. Mes enfants, maintenant, ils parlent 2 langues. Je sais pas, je trouve ça génial, en fait, d'avoir vécu ça et de pouvoir aussi leur offrir ça et d'élever ses enfants dans ce contexte. Donc, j'ai vraiment du mal. C'est différent d'arriver dans un pays à 45 ans ou d'y arriver à 25 et d'y rester jusqu'à 40, parce que c'est ce moment-là où tu construis toute ta vie en fait. Pour moi, Dubaï, c'est associé à tout ça, toute ma vie d'adulte un petit peu. Ouais, le jour où je devrais partir, peut-être que je partirai pas du coup, mais mais ouais, rien que d'y penser, ça me fait de la peine. Et est-ce que c'est quelque chose justement que tu conseilles de faire comme toi, c'est-à-dire d'arriver jeune, de se développer ici, ou finalement, enfin bon, c'est sûr, quand on est prêt, c'est le mieux, mais qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se poserait la question, soit de venir, admettons quelqu'un qui a 20 ans, il se dit, bah, est-ce que je viens maintenant, ou est-ce que j'attends d'avoir peut-être des enfants, premier investissement en France, un peu de sécurité et je viens? Comment tu vois Moi, les je choses? conseillerais de venir le plus tôt possible. Ok. Parce que, et ça c'est valable pour toute expatriation, parce que je pense que sur chaque décennie de notre vie, on va construire des choses différentes. Et démarrer sa vie d'adulte ici, ça va nous permettre de poser les fondations pour une carrière, de se faire des amis aussi qu'on va pouvoir garder toute notre vie. Alors que si on fait tout ça en France, bah déjà ça sera beaucoup plus dur de partir. Et une fois qu'on a la quarantaine, 2 enfants, une situation confortable, c'est dur de quitter cette situation de confort, de quitter sa famille, ses amis, son boulot, cette sécurité qu'on pourrait avoir dans son pays. Et ça va être aussi encore beaucoup plus dur de repartir de zéro quelque part. Quand tu as 20 ans, tu n'as rien construit. De toute façon, la vie, elle commence. Donc autant aller construire ta vie dans un endroit qui te plaît. Tu me parlais des amis. Les Émirats, c'est comme une ville où les gens viennent et repartent. Est-ce que tu as pu te construire des amitiés sur le long terme? Ouais, bien sûr. À la fois avec des gens qui sont partis et à la fois avec des gens qui sont toujours là. Déjà, je pense que c'est un peu une idée reçue, ça, de dire que c'est un endroit où les gens vont. C'était le cas avant, mais j'ai l'impression que les gens s'ancrent de plus en plus sur la durée à Dubaï. Ça dépend aussi des nationalités. Beaucoup de Libanais sont là depuis 30 ans, des Indiens, des Pakistanais aussi. Donc tout dépend le cercle aussi dans lequel tu évolues.
Mais même moi, dans mes amis français, j'ai des amis que j'ai rencontrés pratiquement la première année et qui sont toujours mes amis. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'ils sont là et ils comptent pas partir. J'ai d'autres amis qui sont partis. Et on est toujours très très proches. Ils viennent à Dubaï une fois par an. Je les vois quand je vais en France. Donc ils n'ont pas pu couper le cordon totalement avec non. Dubaï. Tu nous as donné beaucoup de bons conseils. Si tu devais résumer du coup ta vie à Dubaï là, de ces dernières années, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'on a une vie en fait à Dubaï, et je pense que tu vas pas me contredire, qui est très très loin des idées reçues et des clichés qu'on peut avoir sur Dubaï. Au quotidien, on a une vie très simple. Comme tu le disais, nos loisirs, c'est pas d'aller faire du jet ski ou d'aller dans des restos à DFC tous les week-ends. Voilà, on bosse beaucoup. Mais on a aussi beaucoup de temps pour passer du temps avec notre famille, du fait qu'on a des nannies par exemple qui peuvent nous aider à la maison, etc. Donc on a beaucoup de temps de qualité avec notre famille, et en termes de loisirs, la plupart du temps ce qu'on fait en réalité, c'est se retrouver entre amis à la plage ou autour d'un barbecue. Ce qui est très sympa. Ce qui est très cool. En tout cas, merci beaucoup pour le partage. Je souhaite beaucoup de bonheur pour toi et ta famille, merci. Quels que soient tes plans futurs. Et puis si les personnes ont des questions sur la vie en famille aux Émirats Arabes Unis, qu'ils les mettent en commentaire. Et puis sur ce, on se dit à très bientôt, et à bientôt dans une prochaine vidéo.